sur le revenu. Je dis ça parce qu'on estime toujours que le Grand Orient est un peu à gauche et que la Grande Loge serait un peu plus centriste. Je trouve que c'est exactement un front renversé. En tout cas, historiquement, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et en fait, il n'y a pas de positionnement politique de la franc-maçonnerie, mais il y a des aventures politiques de francs-maçons. L'impôt sur le revenu, c'est à la franc-maçonnerie qu'on le doit. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure nouvelle de la semaine, mais il avait un intérêt, c'est progressif. C'est-à-dire qu'il pesait plus sur les riches que sur les pauvres. Donc, on va commencer par cette déclaration de Alain Bauer, grand maître du Grand Orient de France, mais qui a été remplacé actuellement par Quillardet. Donc, premièrement, je voulais vous parler de l'impôt sur le revenu. Et selon Alain Bauer, l'impôt sur le revenu progressif, c'est-à-dire celui que l'on paye aujourd'hui, a été créé par la Grande Loge nationale de France. Donc, c'est un impôt maçonnique. Beaucoup de choses à dire sur Alain Bauer, notamment une petite introduction pour lui régler une fois pour toutes son compte. Ce vil personnage qui est responsable actuellement de l'étude au niveau de la criminologie à la gendarmerie, à Paris 7, Paris 8, Paris 12, Sorbonne, c'est à se demander s'il n'a pas des clones ou des sosies comme on nous a fait croire que Saddam Hussein en avait. En fait, c'est eux qui ont des sosies, parce que c'est impossible de travailler dans toutes ces institutions. Ils travaillent aussi pour la vidéosurveillance. Donc, il est conseiller de Nicolas Sarkozy, conseiller de Delmas, de Gomez. Il a l'air d'avoir un gros cerveau, mais bon, quand même, il y a des limites. Donc, ce monsieur Alain Bauer nous explique que les francs-maçons ont eu des aventures politiques. Alors, déjà, il faut que le monde sache que Denis Robert, dans le livre Clearstream, l'enquête, parle déjà de Alain Bauer en 3 parties. Donc, Noël Forgeard, l'industriel, est poussé par un trio de lobbyistes de haut niveau. Le publicitaire Stéphane Fuchs, l'ancien grand maître du Grand Orient de France Alain Bauer et Philippe Delmas, l'ancien élève de Gergorin. Donc, il fait du lobbying dans l'affaire Clearstream. D'accord? C'était le conseiller de Nicolas Sarkozy. Puis, Nicolas Sarkozy fait fuiter dans le monde une entrevue sanglante qu'il a eue avec Dominique de Villepin. Pourquoi une enquête de la DST a-t-elle été lancée le 5 juillet? Pourquoi ces conclusions lui ont-elles été cachées? Le nom de Jean-Louis Gergorin, répété tous les jours aux rédactions par Philippe Delmas, Stéphane Fuchs et Alain Bauer, est avancé au conditionnel par la DST comme un possible corbeau. Donc ce type, il passe à la télé, il ne représente absolument rien ni personne, si ce n'est la dégénérescence franc-maçonnique actuelle. Donc voilà, il nous explique qu'il fait du lobbying. Troisième citation, page 188. Jean-Louis Gergorin raconte aussi qu'il a pris un petit déjeuner avec Alain Bauer le long du jardin du Luxembourg où il habite. L'ancien grand maître du Grand Orient de France, conseiller de Sarkozy, Gomez et Delmas, lui aurait offert un album illustré sur Hitchcock qu'il lui aurait dédicacé en utilisant des titres de films du maître. À Jean-Louis Gergorin, l'homme qui en savait trop, qui nous a donné des sueurs froides. Superbe. Gergorin ne va pas plus loin, la suite annonçait-elle, la main au collet, l'affaire du corbeau mijote à feu doux. Donc toute l'affaire Clearstream enquête, ce sont la grosse affaire des chambres de compensation où des milliards disparaissent, dans lesquelles le pauvre Denis Robert s'est retrouvé vraiment sur le carreau, attaqué en justice 25 milliards de fois. Clearstream a changé de pays et de nom. Et bon, tous ces voyous qui blanchissent l'argent des plus hauts trafics de drogue, je suis persuadé que les 9000 tonnes d'héroïne qui viennent d'Afghanistan par les avions cargo américains, c'est ce qui a été prouvé, tout le monde le sait en Afghanistan que ça part, 9000 tonnes ne vont pas quand même arriver en Europe et aux États-Unis par la route sur des mulets quand même, sur la petite moto de Mola Omar. Il faut être sérieux, quand même, 9000 tonnes, c'est quand même gigantesque, ça fait 30 tonnes par jour, enfin, ça suffit. Enfin, bref, donc revenons à l'impôt sur le revenu qui a été créé par la GLNF. Il faut savoir que quand on critique l'impôt sur le revenu, les ozos comme Thierry Ardisson ou Laurent Ruquier nous parlent de partage de richesse avec les pauvres, peut-être.
mais c'est totalement faux. D'abord, contrairement à ce que dit Alain Bauer, ce n'est pas un impôt juste qui partage entre les riches et les pauvres, puisque le Conseil le Cour des comptes a fait une étude en 1999 expliquant que c'était un impôt qui a créé d'autres injustices. Bref, donc c'est totalement faux, c'est une propagande débile et fausse, c'est simple, ce n'est pas vrai. Ça a été créé, les impôts directs, la dernière loi qui a créé 4 impôts directs, c'est faite en 1790, on a créé l'impôt foncier, mobilier, la patente et taxes professionnelles et l'impôt portes et fenêtres, c'est-à-dire que ceux qui possédaient beaucoup de biens de maison avec plein de portes et de fenêtres ont été taxés plus que ceux qui ne possédaient rien, puisque celui qui ne possède pas de maison, qui n'est pas riche, qui est locataire, ne payait pas cet impôt. Cet impôt sur portes et fenêtres a été enlevé, parce que les gens fermaient leurs fenêtres, ça créait un peu comment on appelle ça, c'est un problème d'hygiène. Puis en 1914 a été créé l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Grâce à la Première Guerre mondiale. Donc c'est génial, on est en plein délire paikien, hein. Je vous rappelle la lettre de Giuseppe Mazzini, la lettre d'Albert Pike qu'il envoyait à Giuseppe Mazzini le 15 août 1871 expliquant la domination mondiale des Illuminati en 3 plans, première, deuxième et troisième guerre mondiale. Donc comme par hasard, 1914 et 1917, 2 lois qui ont créé l'impôt sur le revenu. Je vous signale aussi qu'il faut mettre en parallèle, c'est très important, la privatisation grâce au sénateur Aldrich en 1913, le 23 décembre 1913. Donc c'est juste avant aussi, hein, on privatise la Federal Reserve Bank juste avant la guerre. Comme ça, on sait qu'on va faire beaucoup de consommation, de prêts bancaires, et on va couler le pays. Donc voilà, c'est tout à fait logique, tout est lié, c'est mondial. Donc la guerre de 14-18, je vous signale qu'elle est terminée. Donc je ne vois pas pourquoi on continue à payer cet impôt sur le revenu, hein, cet effort de guerre. Alors bien sûr, on va vous dire que c'est un impôt moderne, ce qui est d'une stupidité, mais alors là, abyssale. Là, on atteint des sommets de folie. Donc, parce que c'est moderne, j'accepte. Alors là, permettez-moi de créer le parti des misonéistes. Voilà. Tout ce qui est moderne, je le rejette. C'est simple. Tout ce qui est moderne, je le rejette. Parce que cette modernité, elle nous a mis là où on est. Parce qu'on va parler aussi, on va faire une petite mise à jour de la crise économique actuelle. Hein, parce que c'est 50 milliards d'euros d'impôts sur le revenu. C'est 50 milliards d'euros d'impôts sur les revenus. Ils partent à peine, ils suffisent à peine pour payer l'usure des 2500 milliards d'euros de dettes que l'on a. Et ça, on en a déjà parlé. Il n'est pas utile de le rappeler, et pourtant, je pense qu'il est utile de rappeler, de revenir sur ces sujets autant de fois qu'il sera nécessaire. Donc, 50 milliards d'euros, ils ne servent pas à partager la richesse avec les malheureux, avec les 200-300 000 SDF, êtres humains qui dorment dehors, d'accord? Parce qu'on nous balance le Tibet, mais le Tibet c'est sur un autre continent, chers amis, hein, ça ne nous concerne pas trop. Par contre, le gars qui dort dans la rue, dehors, comme un chien, lui, moi, il me concerne directement, d'accord? Donc ces 50 milliards d'euros, ils ne servent à rien, ils partent dans la poche des banksters. Est-ce clair? Est-ce que c'est simple? Ça ne sert qu'à payer l'usure. Donc on vend des titres du trésor à des banquiers pour payer l'usure, donc on s'endette pour payer encore la dette, c'est le fameux anatocisme. Donc l'usure s'accumule sur l'usure qui crée de l'usure, etc. Donc l'impôt sur le revenu ne sert à rien, c'est du vent. Voilà, ça il faut le savoir. Donc au lieu d'avoir comme argument sur un impôt de la modernité, il faudrait se demander d'où vient cet impôt. Est-ce qu'il est juste cet impôt? Où va-t-il cet impôt? Pourquoi il a été instauré? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est utile? Et où va-t-il? Quel est l'argent où il va? Donc là, on voit très bien que ça a été créé pour une guerre qui a été inventée de toutes pièces, puisque je vous signale qu'on ne sait toujours pas pourquoi la Première et la Seconde Guerre mondiale ont démarré.
Je vous rappelle que ce sont des guerres mondiales qui ont impliqué des nations entières et on ne sait pas pourquoi. C'est quand même assez hallucinant. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Les guerres, elles étaient vraiment locales. Locales. Il y avait des continents entiers qui étaient pas du tout touchés par les guerres. Et là, on a une guerre mondiale qui se déclenche parce qu'on a tué un consul, parce qu'on a tué... C'est complètement absurde. Complètement absurde. Donc voilà, donc ça je pense que c'est très très important à dire. Donc moi, avec mon esprit tordu, paranoïaque et schizophrène, avec les 3 neurones qui me restent à cause de toutes les saloperies d'additifs alimentaires qu'on nous fait ingurgiter, donc j'ai réussi à établir un lien direct entre la GLNF et l'impôt sur le revenu et les banksters internationaux, internationalistes, communistes. Parce qu'il faut être stupide pour croire que c'est des capitalistes. Donc ils ont créé l'impôt sur le revenu pour payer l'usure, tout simplement. C'est un plan machiavélique, très carré, très simple, qui colle très 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 bien avec ce que ces gens veulent faire. Donc on nous a créé l'impôt sur le revenu, on nous taxe à peu près 80% de notre travail, entre la TVA, toutes les taxes que l'on paye, enfin, faut être conscient de tout ce que vous payez, taxes foncières, enfin, il n'y a pas que l'impôt sur le revenu, qu'on soit bien d'accord. Donc ils ont tout créé ça pour nous ruiner et pour faire un transfert de richesse, c'est-à-dire que tout l'argent leur revienne. Ils ont désindexé l'or, comme ça ils ont pu racheter des quantités d'or astronomiques à $200 l'once, et maintenant l'or il est à 900. Voilà, merci, au revoir. Donc tout ça pour arriver à la mise à jour sur la crise financière des subprimes et compagnie. Donc il faut savoir que la crise, elle bat en plein, on est à un baril à 126. L'once a diminué d'or, a diminué certainement grâce aux tonnes d'or injectées par cette raclure de Dominique Strauss-Kahn, ce voyou, hier communiste, demain conservateur capitaliste ultralibéral. On nous prend pour qui? Donc voilà, donc l'UBS, la banque suisse, vient de déclarer des pertes astronomiques, c'est la première fois de son histoire. Elle a perdu au total 37 milliards de dollars. 37 milliards de dollars. Là, il faut bien être conscient des sommes que l'on cite, c'est 50 milliards. Vous savez ce que c'est? C'est des sommes astronomiques. Avec de l'argent pareil, c'est fini, quoi. Enfin, vous n'avez plus de soucis. Vous pouvez régler tous vos problèmes. Donc, 37 a perdu 37 milliards. C'est une banque qui va disparaître à court terme. C'est à moyen terme. Donc, nous avons un François Fillon, un Premier ministre qui va aux États-Unis rencontrer Ben Shlomo Bernanke et qui va discutailler donc avec le président de la Federal Reserve Bank. Et qui nous dit dans le Canard enchaîné de mercredi dernier, Fillon, avec Ben Bernanke, nous sommes convenus de ne pas révéler le contenu de notre rencontre. Question. 2008, ça va être difficile pour l'économie française, Fillon. On est en train de discuter de 0,2 ou 0,3% de croissance en moins. DSK venait notamment de mettre en doute le grand optimisme du gouvernement français, mais ce ne serait pas la première fois que le FMI ferait des prévisions qui ne se vérifient pas, puis Fillon rectifie le tir. C'est sûr, à la fin de ce voyage, je sais qu'on a encore un certain nombre de trimestres de crise devant nous, et c'est préoccupant. Surtout s'il s'agit de 16 trimestres. Donc là, je vous explique un truc. Il s'agit de notre argent, de notre avenir. Par contre, leurs rencontres sont secrètes. Ok? Est-ce que c'est clair? Comme les Bilderberg, les rencontres de notre Premier ministre avec la Federal Reserve Bank, c'est-à-dire un banquier privé, sont secrètes. Il ne nous dit pas ce qui se passe. Est-ce que vous vous rendez compte d'une déclaration pareille? Et ça ne fait rien, c'est pas grave. Nous sommes en dictature depuis Lisbonne. Dictature, c'est un régime dictatorial, puisque le peuple ne compte pour du beurre. Nous sommes sous le contrôle des banksters internationaux grâce à l'article 104 de Maastricht qui existe toujours dans le mini-traité de Lisbonne, c'est-à-dire nous n'avons plus le droit de battre notre monnaie, ils le font pour nous, ils nous vendent du papier contre notre travail. Et maintenant nous avons un Fillon qui va à New York, à Washington, il rencontre un voyou banquier
qui lui explique que ça va être un carnage, et c'est tellement dramatique qu'il n'a même pas le courage d'en parler. Il ne peut pas le dire, c'est catastrophique. Nous avons des pertes records. Là, cette semaine, les chiffres vont sortir, hein, les résultats vont sortir du dernier trimestre, hein, du premier trimestre. En juillet, mi-juillet, les résultats, on a donné 100 jours aux banques pour donner leurs résultats. Donc je vous signale, les famines ont commencé dans le monde. Donc je vous signale que ce matin même, sur RMC, Jean-Jacques Bourdin parlait d'un baril de pétrole à 200 $. Tout le monde parle du baril de pétrole à 200 $, ce qui a été prévu il y a bien longtemps. On en parlait déjà parce que les Bilderberg ont décidé que le baril de pétrole atteindra les 200 $. Donc, que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ce sont des faits vérifiables. À vous de le vérifier, de faire l'effort de le faire, parce que rien n'est gratuit sur Terre, surtout pas à ce niveau de la conspiration. Là, on est vraiment dans une impasse, dans un cul-de-sac phénoménal. C'est unique dans l'histoire de l'humanité, une généralisation de la médiocrité à ce niveau-là. Donc je suis désolé d'en venir à détruire des paradigmes. Je sais que ce sont des informations extrêmement violentes. Toute votre vie a été fausse. J'ai discuté ce week-end avec des économistes, un bac plus 12 je crois, un économiste qui ne savait même pas que la Federal Reserve Bank était un organisme privé. Et il ne connaît absolument pas l'article 104 de Maastricht. Donc déjà qu'on a créé un métier complètement stupide, parce qu'économiste ça n'a jamais existé auparavant, on faisait du commerce mais on ne faisait pas de l'économie. Hein, on fabrique une chose, on la vend, mais on ne fait pas de l'économie, on ne spécule pas sur les matières premières, etc. Donc il y a des gens, si j'en suis conscient quand ils m'écoutent, soit ils me prennent pour un fou, ou sinon ils sont obligés de remettre toutes leurs croyances, toute l'infrastructure dans laquelle ils ont été construits. Donc à la faculté, dans les universités, au lycée, dans les médias. Mais c'est ainsi, c'est pas de ma faute, ce sont des faits. Ben Bernanke et Fillon ont décidé de ne pas en parler. C'est pas de ma faute. Les 50 milliards d'impôts sur le revenu servent à peine à payer l'usure. Ça, c'est pas de ma faute. C'est la GLNF, c'est Alain Bauer qui dit qu'il a créé l'impôt sur le revenu. Avant 1914, l'impôt sur le revenu n'existait pas. Et c'est pas de ma faute, c'est pas de mon ressort, ça ne me concerne pas. Ce sont des constatations. Voilà. Donc bon courage dans ce qui va suivre et faites attention, gardez l'œil, l'oreille alerte et c'est pour limiter un petit peu les dégâts.